résultats ne sont pas dus à une quelconque faveur spéciale de la Providence, mais sont le résultat de l'application d'une loi parfaitement naturelle. Il n'y a donc rien de religieux ni de mystérieux. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disposés à s'engager dans la discipline nécessaire pour penser correctement, alors même qu'il est évident que la pensée erronée mène à l'échec. La pensée est la seule réalité, les conditions ne sont que les manifestations externes. À mesure que la pensée change, les conditions externes ou matérielles doivent changer pour être en harmonie avec leur créateur, qui est la pensée. La pensée doit être claire, constante, ferme, définie et immuable. On ne peut pas avancer d'un pas et reculer de deux. On ne peut pas non plus passer 20 ou 30 ans de sa vie à construire des conditions négatives résultant de pensées négatives, puis espérer que tout disparaisse suite à 15 ou 20 minutes de pensée correcte. Si vous vous engagez dans la discipline nécessaire pour apporter un changement radical dans votre vie, vous devez le faire délibérément après avoir réfléchi attentivement à la question et l'avoir pleinement considérée, puis ne permettre à rien d'interférer avec votre décision. Cette discipline, ce changement de pensée et cette attitude mentale ne vous apporteront pas seulement les choses matérielles nécessaires à votre plus grand bien-être, mais vous apporteront également la santé et des conditions harmonieuses en général. Si vous souhaitez des conditions harmonieuses dans votre vie, vous devez développer une attitude mentale harmonieuse. Pour votre exercice de cette semaine, concentrez-vous sur l'harmonie. Lorsque je dis concentrez-vous, je veux dire tout ce que le mot implique. Faites-le profondément et sérieusement, de manière à ne pas être conscient de rien d'autre que de l'harmonie. Rappelez-vous que nous apprenons en faisant. Écouter ces leçons ne vous mènera nulle part. La valeur réside dans l'application pratique. Les questions d'étude de la 14e partie avec les réponses 131. Quelle est la source de toute sagesse, pouvoir et intelligence? La mente universelle. D'où proviennent tout l'univers, la lumière, la chaleur et la couleur? De l'énergie universelle, qui est une manifestation de la mente universelle. Où prend son origine le pouvoir créatif de la pensée universelle? Qu'est-ce que la pensée? C'est l'esprit en mouvement. Comment le universel se différencie-t-il de l'individuel? Comment cela est-il accompli? Le pouvoir de l'individu à penser est sa capacité à agir sur le universel et à le manifester. Quelle est la première forme adoptée par l'universel, jusqu'à ce que nous sachiez? Les électrons remplissant tout l'espace. Où ont leur origine toutes les choses? Dans l'esprit. Quel est le résultat d'un changement de pensée? Quel est le résultat d'une attitude mentale harmonieuse? Des conditions de vie harmonieuses. L'esprit a été actif dans tous les domaines au cours de ce siècle fructueux, mais c'est à la science que nous devons chercher les pensées qui ont façonné tout le pensée. Partie 15. Les expériences avec des parasites trouvés dans les plantes indiquent que même le plus bas niveau de vie est capable de tirer parti de la loi naturelle. Cette expérience a été réalisée par le Dr Jacques, membre de l'Institut Rockefeller. Pour obtenir le matériel, des rosiers sont placés dans un pot dans une pièce et placés devant une fenêtre fermée. Si les plantes sont laissées se dessécher, les pucerons parasites, auparavant sans ailes, se transforment en insectes ailés après la métamorphose, les animaux quittent les plantes, volent vers la fenêtre et rampent vers le haut du verre. Il est évident que ces minuscules insectes ont découvert que les plantes dont ils se nourrissaient étaient mortes et qu'ils ne pouvaient donc rien obtenir de plus à manger ou à boire de cette source. La seule méthode par laquelle ils pouvaient échapper à la famine était de développer des ailes temporaires et de voler, et c'est ce qu'ils ont fait. Des expériences comme celle-ci indiquent que l'omniscience, tout comme l'omnipotence, est omniprésente et que le plus petit des êtres vivants peut l'utiliser en cas d'urgence. Dans la 15e partie, il sera question davantage de la loi sous laquelle nous vivons. Il expliquera que ces lois opèrent à notre avantage, que toutes les conditions et expériences qui nous parviennent sont pour notre bénéfice, que nous gagnons en force en proportion de l'effort dépensé, et que notre bonheur est mieux atteint grâce à une coopération consciente avec les lois naturelles. Partie 15. Les lois sous lesquelles nous vivons sont conçues uniquement pour notre bénéfice. Ces lois sont immuables et nous ne pouvons échapper à leur fonctionnement. Toutes les grandes forces éternelles agissent dans un silence solennel, mais il est en notre pouvoir de nous mettre en harmonie avec elles afin que nous puissions exprimer une vie de paix et de bonheur relatif. Les difficultés,
Les disharmonies et les obstacles indiquent que nous refusons de donner ce dont nous n'avons plus besoin ou refusons d'accepter ce dont nous avons besoin. La croissance se réalise par un échange de l'ancien par le nouveau et du bon par le meilleur. C'est une action conditionnelle ou réciproque, car chacun de nous est une entité de pensée complète, et cette complétude rend possible le fait que nous ne recevions que dans la mesure où nous donnons. Nous ne pouvons pas obtenir ce qui nous manque si nous nous accrochons obstinément à ce que nous avons déjà. Nu Psalms capables de controller consignment nos conditions à mesure que nous comprenons lu, but de si que nous attirons et Psalms capables de tirer de chaque expérience si, dont nous avons besoin pour notre croissance future. Notre capacité à faire cela détermine le degré d'harmonie ou de bonheur que nous atteignons. La capacité d'obtenir ce dont nous avons besoin pour notre croissance augmente continuellement à mesure que nous atteignons des plans plus élevés et des perspectives plus larges. Plus notre capacité à connaître ce dont nous avons besoin est grande, plus nous serons certains de discerner sa présence, de l'attirer et de l'absorber. Rien ne peut nous arriver sauf ce qui est nécessaire pour notre croissance. Toutes les conditions et expériences qui nous parviennent le font pour notre bénéfice. Les difficultés et les obstacles continueront à arriver jusqu'à ce que nous absorbions leur sagesse et recueillions de l'essentiel pour continuer à grandir. Nous recoltons si que nous semens, c'est mathématiquement exact. Nous obtenons une force permanente dans la même mesure que l'effort requis pour surmonter les difficultés. Les exigences inexorables de la croissance demandent que nous exercions le plus grand degré d'attraction envers ce qui est parfaitement en accord avec nous. Notre plus grand bonheur sera mieux atteint grâce à notre compréhension des lois naturelles et notre coopération consciente avec elles. Pour avoir de la vitalité, la pensée doit être imprégnée d'amour, qui est un produit des émotions. Il est donc vital que les émotions soient contrôlées et guidées par l'intellect et la raison. C'est l'amour qui insuffle de la vitalité à la pensée, lui permettant de germer. La loi de l'attraction et la loi de l'amour ne font qu'une, et elles fourniront le matériau nécessaire à sa croissance et à sa maturation. La première forme que prendra la pensée est le langage. Cela détermine l'importance des mots, qui sont la première manifestation de la pensée. Ce sont les récipients où le pensée se transporte. Ils saisissent l'éther, et en le mettant en mouvement, produisent la pensée aux autres sous forme de son. La pensée peut conduire à n'importe quelle action, mais quelle que soit l'action, c'est simplement la pensée qui tente de s'exprimer de manière visible. Il est évident que si nous voulons des conditions souhaitables, nous ne pouvons nous permettre que des pensées souhaitables. Cela nous amène à la conclusion inévitable que si nous voulons exprimer la bonté dans nos vies, nous ne pouvons nous permettre de penser qu'à l'abondance. Comme les mots sont les pensées prenant forme, nous devons veiller à n'utiliser que des mots constructifs et harmonieux, qui, lorsqu'ils se cristallisent en formes objectives, nous seront avantageux. Nous ne pouvons échapper aux images que nous photographions sans cesse dans notre esprit, car ces conceptions erronées seront exactement ce qui se matérialisera avec l'utilisation des mots lorsque nous utilisons n'importe quelle forme de langage qui nous identifie à notre bien-être. Nous manifestons abondamment la vie alors que notre pensée est claire et prend plans plus élevés. Cela se produit plus facilement lorsque nous utilisons des images et des mots clairement définis et libérés des conceptions qui leur sont attachées aux plans inférieurs de la pensée. C'est avec les mots que nous devons exprimer nos pensées, et si nous allons utiliser les formes les plus élevées de la vérité, nous ne pouvons utiliser que le matériel qui a été soigneusement et intelligemment sélectionné à cette fin. Ce merveilleux pouvoir de revêtir les pensées sous forme de mots est ce qui distingue l'homme du reste du règne animal. Grâce à l'utilisation du mot écrit, il lui a été permis de regarder en arrière à travers les siècles pour voir les scènes émouvantes par lesquelles il est arrivé à sa position actuelle. Il lui a été permis d'entrer en communion avec les plus grands écrivains et penseurs de tous les temps, et l'enregistrement combiné que nous possédons aujourd'hui est l'expression de la pensée universelle telle qu'elle a essayé de prendre forme dans l'esprit de l'homme. Nous savons que la pensée universelle vise à créer la forme. Et nous savons que la pensée individuelle cherche toujours à s'exprimer également sous forme. Le mot est une forme de pensée, et une phrase est une combinaison de formes de pensée. Par conséquent, si nous voulons que notre idéal soit beau ou fort, nous devons nous assurer que les mots avec lesquels ce temple sera finalement créé soient précis et soigneusement assemblés,
car la précision dans la construction des mots et des phrases est la forme la plus élevée d'architecture dans la civilisation, étant un passeport vers le succès. Les mots sont des pensées, et par conséquent, sont un pouvoir invisible et invincible qui finira par s'objectiver dans la forme qui lui est donnée. Les mots peuvent devenir des palais mentaux qui vivront pour toujours, ou ils peuvent être des cabanes emportées par la première brise. Ils peuvent ravir la vue et l'ouïe et contenir tout le savoir. En eux, nous trouvons l'histoire du passé ainsi que l'espoir du futur. Ils sont des messagers vivants, à partir desquels naissent toute activité humaine et surhumaine. La beauté du mot réside dans la beauté de la pensée, le pouvoir du mot réside dans le pouvoir de la pensée, et celui-ci repose sur sa vitalité. Comment pouvons-nous identifier une pensée vitale? Quelles sont ses caractéristiques distinctives? Elle doit avoir un principe. Comment pouvons-nous identifier le principe? Il y a un principe des mathématiques mais pas de l'erreur, un principe de santé mais pas de maladie, un principe de vérité mais pas de malhonnêteté, un principe de lumière mais pas d'obscurité, et il existe un principe d'abondance mais pas de pauvreté. Comment pouvons-nous savoir que cela est vrai? Parce que si nous appliquons correctement le principe des mathématiques, nous serons sûrs de nos résultats. Là où il y a santé, il n'y aura pas de maladie. Si nous connaissons la vérité, nous ne pouvons être trompés par l'erreur. Si nous laissons entrer la lumière, il ne peut y avoir d'obscurité. Et là où il y a abondance, il ne peut y avoir de pauvreté. Ce sont des faits évidents, mais la vérité complète d'une pensée qui contient des principes est vitale, donc elle contient la vie et prend racine, et parfois déplace les pensées négatives avec certitude, même si, par sa nature même, elles ne peuvent pas contenir de vitalité, quelque chose qui semble avoir été négligé. Mais c'est un fait qui permettra de détruire tout type de discorde, de manque et de limitation. Il ne fait aucun doute que celui qui est assez sage pour comprendre reconnaîtra facilement le pouvoir créatif de la pensée. Il lui met entre les mains une arme invincible et fait de lui le maître de son destin. Dans le monde physique, il y a une loi de compensation selon laquelle l'apparition d'une certaine quantité d'énergie en un endroit signifie la disparition de la même quantité en un autre endroit. Ainsi, nous constatons que nous ne pouvons obtenir que ce que nous donnons. Si nous nous engageons dans une certaine action, nous devons être prêts à assumer la responsabilité de son développement. Le subconscient ne peut pas raisonner, il prend nos paroles au pied de la lettre. Nous avons demandé quelque chose et c'est pourquoi nous allons maintenant le recevoir. Nous avons fait notre lit et maintenant nous allons nous coucher. Le sort en est jeté, les fils suivront le modèle que nous avons créé. Par conséquent, l'acuité doit être exercée pour que la pensée que nous abritons ne contienne aucun germe mental, moral ou physique que nous ne voudrions pas objectiver dans notre vie. La perspicacité est une faculté de l'esprit qui nous permet d'examiner les faits et les conditions à distance, une sorte de télescope humain qui nous permet de comprendre les difficultés et les possibilités de toute action ou entreprise. La perspicacité nous permet d'être préparés aux obstacles que nous rencontrerons, nous pouvons ainsi les surmonter avant qu'ils n'aient l'occasion de causer des difficultés. La perspicacité nous permet de planifier avec avantage et de diriger notre pensée et notre attention dans la bonne direction, plutôt que de les orienter vers des voies qui ne peuvent rien rapporter. La perspicacité est totalement essentielle pour le développement de tout accomplissement, mais avec elle, nous pouvons pénétrer, explorer et posséder n'importe quel domaine mental. La perspicacité est un produit du monde intérieur et se développe dans le silence, uniquement par la concentration. Pour votre exercice de cette semaine, concentrez-vous sur l'insight. Adoptez votre position habituelle et concentrez votre pensée sur le fait que la connaissance du pouvoir créatif de la pensée ne signifie pas posséder l'art de penser. Laissez la pensée s'arrêter sur le fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même et que nos actions ne sont pas gouvernées par la connaissance mais par la coutume, le précédent et l'habitude. Notes que la seule façon de nous faire appliquer la connaissance est par un effort conscient decide. Rappelez-vous que la connaissance non utilisée quitte l'esprit, que la valeur de l'information réside dans l'application du principe. Poursuivez cette ligne de pensée jusqu'à ce que vous obteniez une compréhension suffisante pour formuler un programme défini et appliquer ce principe à un problème particulier. Pensez avec vérité et vos pensées nourriront la fin du monde. Parlez avec vérité et chaque mot que vous prononcerez sera une semence fructueuse. Vivez avec vérité et votre vie sera un grand et noble credo. Quelle est la valeur de l'insight?
Cela nous permet de comprendre la valeur d'appliquer les connaissances que nous acquérons. Beaucoup semblent penser que la connaissance s'appliquera automatiquement, ce qui n'est absolument pas vrai. À chaque homme s'ouvre un chemin, et l'âme noble monte par le chemin élevé, tandis que l'âme basse tâtonne par le chemin bas, et au milieu, dans les plaines brumeuses, le reste va d'un côté à l'autre. Mais à chaque homme s'ouvre un chemin élevé et un autre bas, et chacun décide du chemin qu'il suivra son âme. Introduction à la 16e partie. Les activités vibratoires de l'univers planétaire sont régies par une loi de période. Ce qui vit a des périodes de naissance, de croissance, de fructification et de déclin. Ces périodes sont régies par la 7e loi, la loi des 7 qui régit les jours de la semaine, les phases de la lune, les harmonies du son, la lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, la structure atomique, gouverne la vie des individus et des nations, en plus de dominer les activités commerciales. La vie est croissance, et celle-ci représente le changement. Chaque période de 7 ans nous conduit à un nouveau cycle. Les 7 premières années correspondent à l'enfance, les 7 suivantes sont la période de l'enfance, marquant le début de la responsabilité individuelle. Le cycle suivant représente la période de l'adolescence. Le 4e cycle marque l'atteinte de la pleine croissance. La 5e phase est la période constructive, lorsque les hommes commencent à acquérir des biens, qu'il s'agisse d'un foyer ou d'une famille. Le cycle suivant, de 35 à 42 ans, est une période de réaction et de changement, suivie d'une phase de reconstruction, d'ajustement et de récupération, afin d'être prêt pour un nouveau cycle de 7 ans, commençant à l'âge de 50 ans. Ceux qui sont familiers avec ces cycles ne seront pas perturbés lorsque les choses semblent mal tourner, mais pourront appliquer le principe esquissé dans ces leçons en toute confiance, sachant qu'une loi supérieure contrôlera invariablement toutes les autres lois. Et que par la compréhension et l'application consciente des lois spirituelles, nous pouvons transformer toute difficulté apparente en une bénédiction. Partie 16. 1. La richesse est un produit du travail, le capital est un effet, pas une cause, un serviteur, pas un maître, un moyen, pas une fin. 2. La définition la plus couramment acceptée de la richesse est qu'elle consiste en toutes les choses utiles et agréables qui ont une grande valeur d'échange. Cette valeur d'échange est la caractéristique prédominante de la richesse. 3. Lorsque nous considérons la petite édition que la richesse apporte au bonheur du possesseur, nous trouvons que la vraie valeur ne réside pas dans son utilité, mais plutôt dans son échange. 4. Cette valeur d'échange en fait un moyen de sécuriser les choses de valeur réelle par lesquelles nos idéaux peuvent être réalisés. 5. La richesse ne doit donc pas être désirée comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen d'atteindre cette fin. Le succès est subordonné à un idéal plus élevé que la simple accumulation de richesses, et celui qui aspire à ce succès doit formuler un idéal pour lequel il est prêt à lutter. Avec cette idée en tête, les moyens peuvent être fournis et seront fournis, mais il ne faut pas commettre l'erreur de substituer la fin par les moyens. Il doit y avoir un but fixe et défini, un idéal. Pensez très fort, a déclaré l'homme à succès, l'homme qui possède la plus grande compréhension spirituelle, et toute grande fortune provient d'un pouvoir supérieur et véritablement spirituel. Malheureusement, il y a ceux qui ne connaissent pas ce pouvoir, oubliant que la mère d'Andrew Carnegie a dû aider à subvenir aux besoins de la famille lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, que le père de Harman était un modeste pasteur avec un salaire de seulement $200 par an, et que Sir Thomas Lipton a commencé avec seulement 25 cents. Ces hommes n'avaient pas d'autre pouvoir sur lequel compter, mais ils n'ont pas échoué. Le pouvoir de création dépend entièrement du pouvoir spirituel. Il y a 3 étapes, l'idéalisation, la visualisation et la matérialisation. Tout capitaine d'industrie dépend exclusivement de ce pouvoir. Dans un article du magazine Every Boris, Henry M. Flower, le milliardaire de la Standard Oil, a admis que le secret de son succès était son pouvoir de voir une chose dans son ensemble. La conversation suivante avec le journaliste montre son pouvoir d'idéalisation, de concentration et de visualisation, tous comme des pouvoirs spirituels. Vous vous êtes vraiment imaginé toute la chose? Je veux dire, avez-vous fermé les yeux et vraiment vu les voix et les trains circulant et entendu les sifflets sonner? Êtes-vous allé jusque-là? Oui, avec quelle clarté? Avec beaucoup de clarté. Ici, nous avons une vision de la loi, et en elle, cause et effet.
Nous voyons que la pensée précède et détermine nécessairement l'action. Si nous sommes sages, nous comprendrons le fait énorme que aucune condition arbitraire ne peut exister un instant et que l'expérience humaine est le résultat d'une conséquence ordonnée et harmonieuse. L'homme d'affaires à succès est souvent un idéaliste, toujours en quête de niveaux plus élevés. Les forces subtiles de la pensée, telles qu'elles se cristallisent dans nos humeurs quotidiennes, constituent la vie. La pensée est la matière plastique avec laquelle nous construisons des images de notre conception croissante de la vie. Son utilisation détermine son existence, comme pour toutes les autres choses. Notre capacité à le reconnaître et à l'utiliser correctement est la condition nécessaire à sa réalisation. La richesse prématurée n'est qu'un précurseur de l'humiliation et du désastre, car nous ne pouvons pas retenir durablement ce que nous ne méritons pas ou que nous n'avons pas gagné. Les conditions que nous rencontrons dans le monde extérieur correspondent aux conditions que nous rencontrons à l'intérieur. Cela se produit par la loi de l'attraction. Comment déterminons-nous alors ce qui doit entrer dans le monde intérieur? Tout ce qui entre dans l'esprit par les sens ou par l'esprit objectif impressionnera l'esprit et donnera lieu à une image mentale qui deviendra un modèle pour les énergies créatives. Ces expériences sont largement le résultat de l'environnement, du hasard, de la pensée passée et d'autres formes de pensée négatives qui doivent être soumises à une analyse minutieuse avant d'être considérées. D'autre part, nous pouvons former nos propres images mentales à travers nos propres processus internes de pensée, indépendamment des pensées des autres et loin de toute condition externe. C'est par l'exercice de ce pouvoir que nous pouvons contrôler notre propre destin, corps, esprit et âme. C'est par l'exercice de ce pouvoir que nous retirons notre destin des mains du hasard et réalisons consciemment pour nous-mêmes les expériences que nous désirons, car quand nous réalisons consciemment une condition, cette disposition se manifestera dans nos vies. Par conséquent, il est évident qu'en fin de compte, la pensée soit la seule grande cause de la vie. Par conséquent, contrôler la pensée, c'est contrôler les circonstances, les conditions, l'environnement et le destin. Comment allons-nous contrôler la pensée et quel est le processus? Penser, c'est créer une pensée, mais le résultat de cette pensée dépendra de sa forme, de sa qualité et de sa vitalité. La forme dépend des images mentales dont elle émane, elle-même dépendant de la profondeur de l'impression, de la prédominance de l'idée, de la clarté de la vision et de l'audace de l'image. La qualité dépend de sa substance et du matériau dont est composé l'esprit. Si ce matériau est tissé de pensées vigoureuses, fortes, courageuses et déterminées, la pensée possédera ces qualités. Enfin, la vitalité dépend du sentiment imprégné dans la pensée. Si la pensée est constructive, elle aura de la vitalité, elle aura de la vie, elle grandira, se développera, s'expandra et sera créative, attirant à elle tout ce qui est nécessaire à son plein développement. Si la pensée est destructrice, elle aura en elle-même le germe de sa propre dissolution. Elle mourra, mais dans le processus de sa mort, elle apportera la maladie, la souffrance et toute autre forme de discorde. Cela, nous l'appelons le mal, et quand nous le provoquons, certains sont prêts à attribuer nos difficultés à un être suprême qui est simplement l'esprit en équilibre. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement notre capacité à différencier, sous forme de notre capacité à manifester le bien ou le mal. Par conséquent, le bien et le mal ne sont pas des entités, ce ne sont simplement que des mots que nous utilisons pour indiquer le résultat de nos actions, et celles-ci sont à leur tour déterminées par le caractère de notre pensée. Si notre pensée est constructive et harmonieuse, nous manifestons le bien. Si elle est destructrice et discordante, nous manifestons le mal. Si vous souhaitez visualiser un environnement différent, le processus consiste simplement à maintenir l'idéal dans l'esprit jusqu'à ce que votre vision se réalise. Ne pensez pas aux personnes, aux lieux ou aux choses, car elles n'ont pas leur place. L'environnement que vous désirez contiendra tout ce qui est nécessaire, les bonnes personnes et les bonnes choses arriveront au bon moment et au bon endroit. Parfois, il n'est pas clair comment contrôler le caractère, la capacité, les réalisations, l'environnement et le destin par le pouvoir de la visualisation, mais c'est un fait scientifique exact. Vous verrez facilement que ce que nous pensons détermine la qualité de l'esprit, et que celle-ci, à son tour, détermine notre habileté et notre capacité mentale. L'amélioration de notre capacité sera suivie d'une augmentation des réalisations de manière très naturelle et d'un plus grand contrôle des circonstances.
Il sera ainsi évident que les lois naturelles fonctionnent de manière tout à fait naturelle et harmonieuse, où tout semble se produire sans effort. Si vous souhaitez une preuve de ce fait, il suffit de comparer les résultats de vos efforts dans vos propres vies chaque fois que vos actions étaient motivées par de nobles idéaux, et quand elles avaient des motivations égoïstes ou cachées. Si vous souhaitez réaliser un désir, formez une image mentale du succès dans votre esprit, en visualisant consciemment votre désir de cette manière, vous forcerez le succès et le rendrez extérieur dans votre vie, en utilisant des méthodes scientifiques. Les psychologues ont conclu qu'il n'y a qu'un seul sens, celui du sentiment, et que tous les autres sens ne sont que des modifications de ce sens unique. Sachant cela, nous comprenons pourquoi le sentiment est la source du pouvoir, car les émotions surpassent facilement l'intellect, et pourquoi nous devons mettre du sentiment dans notre pensée si nous voulons des résultats. La pensée et le sentiment sont une combinaison irrésistible. Bien sûr, la visualisation doit être dirigée par la volonté. Nous devons visualiser exactement ce que nous voulons, en veillant à ne pas laisser l'imagination déborder. L'imagination est un bon serviteur mais un mauvais maître, et à moins d'être contrôlée, elle peut facilement nous entraîner dans toutes sortes de spéculations et conclusions sans fondement. Toutes sortes d'opinions plausibles peut être acceptée sans aucun examen analytique, et le résultat inévitable est le chaos mental. Par conséquent, nous devons construire uniquement des images mentales scientifiquement reconnues comme vraies. Soumettez chaque idée à une analyse minutieuse et n'acceptez rien qui ne soit pas scientifiquement exact. Lorsque vous faites cela, vous n'essayez rien d'autre que ce que vous savez pouvoir accomplir, et le succès couronnera vos efforts. C'est ce que les hommes d'affaires appellent la vision de l'avenir, c'est la même chose que la perspicacité, et c'est l'un des grands secrets du succès dans toutes les entreprises importantes. Pour votre exercice de cette semaine, essayez de vous rendre compte du fait important que l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience et ne dépendent pas de la possession de choses. Les choses sont des effets et viennent comme conséquence d'états mentaux corrects. Par conséquent, si nous désirons une possession matérielle de quelque sorte, notre préoccupation principale doit être d'acquérir l'attitude mentale pour obtenir le résultat désiré. Cette attitude mentale est produite en réalisant notre nature spirituelle et notre unité avec l'esprit universel, qui est la substance de tout. Cette prise de conscience apportera tout ce qui est nécessaire à notre complet épanouissement. C'est la pensée scientifique ou correcte. Lorsque nous atteignons cette attitude mentale, il est relativement facile de réaliser notre désir comme un fait déjà accompli. Lorsque nous pourrons le faire, nous aurons trouvé la vérité qui nous libérera de toute carence ou limitation de quelque sorte. Un homme pourrait encadrer et laisser rouler une étoile dans son orbite, et pourtant il n'aurait rien fait d'aussi mémorable devant Dieu que celui qui laisse rouler un pensée d'orbe doré à travers les générations du temps. Javi Bessa. Question d'étude de la 16e partie avec réponse. La richesse depende de la comprensión de la nature creative de la pensée. En quoi consiste sa vraie valeur? Dans sa valeur d'échange. Le succès du pouvoir spirituel dépend de quoi? De quoi dépend ce pouvoir? De son utilisation. L'utilisation détermine son existence. Question d'étude de la 16e partie avec réponse. Comment pouvons-nous libérer notre destin des mains du hasard? En créant consciemment les conditions que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Quel est alors le grand business de la vie? La pensée. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que la pensée est spirituelle et donc créative. Contrôler consciemment la pensée signifie contrôler les circonstances, les conditions, l'environnement et le destin. Quelle est la source de tout mal? La pensée est destructrice. Quelle est la source de tout bien? La pensée scientifique correcte. Qu'est-ce que la pensée scientifique? Une reconnaissance de la nature créative de l'énergie spirituelle et de notre capacité à la contrôler. Les plus grands événements d'une époque sont ses meilleures pensées. La nature de la pensée est de trouver son chemin vers l'action. Bob. Introduction partie 17. Le type de divinité qu'un homme adore, consciemment ou inconsciemment, indique le statut intellectuel de l'adorateur. Demandez à l'Indien à propos de Dieu, et il vous décrira un puissant chef d'une tribu glorieuse. Demandez au païen à propos de Dieu, et il vous parlera d'un dieu du feu, ou d'un dieu de l'eau, ou d'un dieu de ceci, de cela et de l'autre. Demandez à l'Israélite à propos de Dieu, et il vous parlera du Dieu de Moïse,
qui a conçu la convenance de gouverner par des mesures répressives, d'où les 10 commandements, ou de Josué, qui a mené les Israélites à la bataille, confisqué des propriétés, tué des prisonniers et dévasté des villes. Les prétendus païens fabriquaient des images sculptées de leurs dieux qu'il avait l'habitude d'adorer, mais parmi les plus intelligents, du moins, ces images n'étaient rien de plus que des points d'appui visibles sur lesquels ils pouvaient se concentrer mentalement sur les qualités qu'ils souhaitaient prioriser dans leur vie. Nous, du XXIe siècle, adorons un Dieu d'amour en théorie, mais en pratique, nous nous faisons des images sculptées de la richesse, du pouvoir, de la mode, de la coutume et du conformisme. Nous nous prosternons devant elles et les adorons, nous nous concentrons sur elles, et ainsi elles se manifestent dans nos vies. L'étudiant qui maîtrise le contenu de la 17e partie, en ne confondant pas les symboles avec la réalité, s'intéressera aux causes plutôt qu'aux effets. Il se concentrera sur les réalités de la vie, et sera alors déçu par les résultats. Partie 17. On nous dit que l'homme a la domination sur toute chose, ce qui est établi à travers l'esprit. La pensée est l'activité qui contrôle tous les principes qui se trouvent en dessous d'elle. Le principe le plus élevé, en raison de son essence et de ses qualités supérieures, détermine nécessairement les circonstances, les aspects et la relation de tout ce qui entre en contact avec lui. Les vibrations des forces mentales sont les plus fines et donc les plus puissantes de l'existence pour ceux qui perçoivent la nature et la transcendance de la force mentale. Tout le pouvoir physique semble insignifiant en comparaison. Nous sommes habitués à regarder l'univers à travers une lentille des 5 sens, à travers lesquelles naissent nos conceptions anthropomorphiques. Mais les vraies conceptions ne sont assurées que par la vision spirituelle. Cette vision nécessite une accélération des vibrations de l'esprit et n'est assurée que lorsque l'esprit est constamment concentré dans une direction déterminée. La concentration continue signifie un flux de pensée uniforme et ininterrompu, et est le résultat d'un système patient, persistant, persévérant et bien régulé. Les grandes découvertes sont le résultat d'une recherche prolongée. La science des mathématiques nécessite des années d'efforts concentrés pour la maîtriser, et la plus grande science, celle de l'esprit, ne se révèle que par l'effort concentré. La concentration est très mal comprise. Il semble qu'il y ait une idée d'effort ou d'activité associée à elle, alors que c'est nécessairement tout le contraire. La grandeur d'un acteur réside dans le fait qu'il oublie lui-même dans la représentation de son personnage, s'identifiant tellement avec le rôle que le public est emporté par le réalisme de l'interprétation. Cela vous donnera une bonne idée de la véritable concentration. Vous devez être aussi intéressé par votre pensée et absorbé par votre sujet que pour ne rien être conscient d'autre. Cette concentration conduit à la perception intuitive et à la compréhension immédiate de la nature de l'objet concentré. Tout savoir est le résultat d'une concentration de ce type. C'est ainsi que les secrets du ciel et de la terre ont été arrachés, c'est ainsi que l'esprit devient un aimant et le désir de savoir attire le savoir, l'attire irrésistiblement, il le fait sien. Le désir est en grande partie subconscient. Le désir conscient réalise rarement son objet quand il est hors de sa portée immédiate. Le désir subconscient éveille les facultés latentes de l'esprit, et les problèmes difficiles semblent se résoudre d'eux-mêmes. L'esprit subconscient peut être éveillé et mis en action dans n'importe quelle direction et nous servir à n'importe quel but grâce à la concentration. La pratique de la concentration exige le contrôle mental et physique de l'être humain. Tous les modes de conscience, qu'ils soient physiques ou mentaux, doivent être sous contrôle. La vérité spirituelle est le facteur de contrôle qui te permettra de grandir au-delà des réalisations limitées et d'atteindre un point où tu seras capable de traduire les modes de pensée en caractère et en conscience. La concentration ne signifie pas simplement penser aux pensées, mais la transmutation de ces valeurs pratiques. La personne moyenne ne comprend aucun sens de la concentration, il y a toujours le cri pour avoir mais jamais le cri pour être. Ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas avoir l'un sans l'autre, qu'ils doivent d'abord trouver le royaume avant de pouvoir avoir les choses en plus. L'enthousiasme momentané n'a aucune valeur, seule une confiance illimitée en soi atteint le but. L'esprit peut fixer l'idéal un peu trop haut et ne pas atteindre le but. Il peut essayer de voler avec des ailes non entraînées et tomber au sol au lieu de voler, mais cela ne doit pas être une raison pour cesser d'essayer à nouveau. La faiblesse est la seule barrière à la réalisation mentale. Attribue ta faiblesse aux limitations physiques ou aux incertitudes mentales et essaie à nouveau.
La facilité et la perfection sont obtenues par la répétition. L'astronome concentre son esprit sur les étoiles et elles lui révèlent leurs secrets. Le géologue concentre son esprit sur la construction de la Terre et la géologie émerge. Il en va de même pour toute chose. Les hommes concentrent leur esprit sur les problèmes de la vie et le résultat est évident dans l'ordre social vaste et complexe d'aujourd'hui. Toutes les découvertes et réalisations mentales sont le résultat du désir ajouté à la concentration. Puisque le désir est le mode d'action le plus fort, plus le désir est persistant, plus la révélation sera autorisée. Le désir ajouté à la concentration arrachera n'importe quel secret de la nature. En réalisant de grandes pensées, en éprouvant de grandes émotions correspondant à d'énormes pensées, l'esprit se trouve dans un état où il apprécie la valeur du supérieur. L'intensité d'un moment de concentration sincère et le profond désir de devenir et d'atteindre peuvent prendre plus de temps que ces années d'efforts lents et forcés pour briser les barreaux de la prison de l'incrédulité, de la faiblesse, de l'impuissance et du mépris de soi-même, arrivant à comprendre la joie de la surmonter. L'esprit d'initiative et l'originalité se développent par la persistance et la continuité de l'effort mental. Le commerce enseigne la valeur de la concentration et favorise la décision du caractère. Il développe l'acuité pratique et la rapidité des conclusions. L'élément mental dans toute quête commerciale est dominant en tant que facteur de contrôle, et le désir est la force prédominante. Toutes les relations commerciales sont l'extériorisation du désir. Des vertus robustes et substantielles se développent dans l'emploi commercial. L'esprit se stabilise et se dirige, devenant efficace. La nécessité principale est le renforcement de l'esprit pour qu'il s'élève au-dessus des distractions et des impulsions capricieuses de la vie instinctive, ainsi vaincre avec succès le conflit entre le moi supérieur et le moi inférieur. New Psalms 2, Dysons, Lama Yer and Soine Rain. L'esprit doit faire fonctionner la dynamo pour qu'elle soit utile et que son énergie puisse être concentrée définitivement. L'esprit est un moteur dont la puissance est inimaginable, et la pensée est une puissance omnipotente. Elle est la gouvernante et la créatrice de toute forme et de tous les événements qui se produisent autour de la forme. L'énergie physique n'est rien comparée à l'omnipotence de la pensée, car elle permet à l'homme de tirer parti de tout le reste du pouvoir naturel. La vibration est l'action de la pensée. C'est la vibration qui atteint et attire le matériel nécessaire pour construire et édifier. Rien n'est mystérieux quant au pouvoir de la pensée. La concentration implique simplement que la conscience peut être focalisée au point de s'identifier avec l'objet de son attention. Tout comme le corps absorbe le souffle, l'esprit absorbe l'objet de son attention, lui donnant vie et existence. Si tu te concentres sur un sujet important, le pouvoir intuitif entrera en jeu. L'aide viendra sous forme d'informations qui te mèneront au succès. L'intuition tire des conclusions sans l'aide de l'expérience ou de la mémoire. Elle résout souvent des problèmes qui sont hors de portée du pouvoir de raisonnement et arrive presque toujours avec une spontanéité surprenante. Elle révèle la vérité que nous cherchons si directement, semblant provenir d'un pouvoir supérieur. L'intuition peut être cultivée et développée. Pour cela, il faut la reconnaître et l'apprécier. En étant accueillante envers elle, elle reviendra plus fréquemment. Mais si elle est ignorée ou négligée, ses visites seront rares et distantes. L'intuition surgit souvent dans le silence. Les grandes pensées recherchent souvent la solitude, car c'est là que se développent les grands problèmes de la vie. Pour cette raison, tout homme d'affaires qui le peut possède un bureau privé où il ne sera pas dérangé. Si vous ne pouvez pas vous permettre cela, vous pouvez au moins trouver un endroit où vous pouvez être seul quelques minutes chaque jour pour entraîner la pensée dans les voies qui vous permettront de développer ce pouvoir invincible nécessaire pour réussir. Rappelle-toi que le subconscient est fondamentalement omnipotent et qu'il n'y a pas de limite aux réalisations lorsque le pouvoir d'agir lui est accordé. Ton degré de succès est déterminé par la nature de ton désir, s'il est en harmonie avec la loi naturelle ou l'esprit universel. Émanciper graduellement l'esprit te donnera un courage invincible. Chaque obstacle vaincu et chaque victoire obtenue te donnera plus de foi en ton pouvoir et te procurera une capacité accrue à réussir. Ta force est déterminée par ton attitude mentale. Si elle est orientée vers le succès et est toujours maintenue avec un but inébranlable, elle attirera vers toi la domination invisible des choses que tu demandes silencieusement. En gardant la pensée dans l'esprit,
Elle prendra progressivement forme tangible. Un but défini met en mouvement des causes qui émanent du monde invisible et trouvent le matériel nécessaire pour servir ton dessein. Tu peux poursuivre les symboles du pouvoir plutôt que le pouvoir lui-même. Tu peux rechercher la renommée plutôt que l'honneur, la richesse plutôt que l'abondance, la position plutôt que la servitude. Dans tous les cas, tu constateras qu'ils se transforment en cendres juste au moment où tu les atteins. On ne peut retenir la richesse ou la position prématurée car elle n'a pas été gagnée. On ne reçoit que ce que l'on donne, et ceux qui tentent d'obtenir sans donner se trouvent toujours confrontés à la loi de la compensation qui les conduit inévitablement à un équilibre exact. La course a été normalement l'argent et d'autres insignifiants symboles de pouvoir, mais avec une compréhension de la véritable source de pouvoir, nous pouvons nous permettre d'ignorer les symboles. L'homme avec un compte en banque bien garni trouve inutile de charger ses poches d'or. Il en va de même pour celui qui a découvert la véritable source de pouvoir. Il n'est plus intéressé par les faux-semblants ou les prétentions. La pensée est généralement dirigée vers l'extérieur dans des directions évolutives, mais elle peut se tourner vers l'intérieur, où elle s'empare des principes fondamentaux des choses, du cœur des choses et de l'esprit des choses. Lorsqu'on atteint le cœur des choses, il est relativement facile de les comprendre et de les ordonner. C'est parce que l'esprit d'une chose est la chose elle-même, sa partie vitale, la substance réelle. La forme n'est simplement que la manifestation externe de l'activité spirituelle intérieure. Pour ton exercice de cette semaine, concentre-toi autant que possible selon la méthode décrite dans cette leçon, sans aucun effort ou activité consciente associée à ton dessein. Détends-toi complètement, évite toute anxiété concernant les résultats. Rappelle-toi que le pouvoir vient par le repos. Laisse la pensée demeurer sur son objet jusqu'à ce qu'elle s'identifie complètement à lui, jusqu'à ce que tu ne sois conscient de rien d'autre. Si tu veux éliminer le bruit, concentre-toi sur le silence. Si tu veux éliminer le manque, concentre-toi sur l'abondance. Si tu veux éliminer la maladie, concentre-toi sur la santé. Concentre-toi toujours sur l'idéal comme un fait déjà existant. C'est la cellule germinale, le principe vital qui avance et met en mouvement ces causes qui guident, dirigent et font surgir la relation nécessaire qui se manifeste finalement dans la forme. La pensée est la priorité de ceux qui peuvent seulement la comprendre. Partie 17. Question d'étude avec réponse. Quelle est le véritable méthode de concentration? Être tellement identifié avec l'objet de ta pensée que tu n'es conscient de rien d'autre. Quel est le résultat de cette méthode de concentration? Les forces invisibles sont mises en mouvement et amènent irrésistiblement des conditions en correspondance avec ta pensée. Quel est le facteur qui contrôle cette méthode de pensée? La vérité spirituelle. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que la nature de notre désir doit être en harmonie avec la loi naturelle. Quelle est la valeur pratique de cette méthode de concentration? La pensée se transmute en caractère, qui devient un aimant créant l'environnement de l'individu. Quel est le facteur déterminant dans toute activité commerciale? L'alignment mental. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que l'esprit est le dirigeant et le créateur de toute forme et de tous les événements qui s'y produisent. Comment fonctionne la concentration? En développant les pouvoirs de perception, de sagesse, d'intuition et de sagacité. Pourquoi l'intuition est-elle supérieure à la raison? Parce qu'elle ne dépend ni de l'expérience ni de la mémoire et résout souvent nos problèmes avec des méthodes que nous ignorons totalement. Quel est le résultat de poursuivre le symbole de la réalité? Il se transforme souvent en cendres au moment où nous les atteignons, car le symbole n'est que la forme extérieure de l'activité spirituelle intérieure. Par conséquent, à moins que nous ne puissions posséder la réalité spirituelle, la forme disparaît. Introduction partie 18. Pour grandir, nous devons obtenir ce qui est nécessaire à notre croissance, ce qui se fait par la loi de l'attraction. Ce principe est le seul moyen par lequel l'individu se différencie de l'universel. Pense un instant à ce que serait un homme s'il n'était pas mari, père ou frère, s'il ne s'intéressait pas au monde social, économique, politique ou religieux. Il ne serait rien de plus qu'une abstraction théorique. Ainsi, il n'existe que dans la mesure où il entretient des relations avec l'ensemble, avec d'autres hommes et avec la société. Cette relation constitue son environnement, et autrement dit, il est évident que l'individu est simplement la différenciation de l'unique esprit universel qui éclaire tout homme qui vient au monde,
et que son soi individuel ou sa personnalité ne consiste qu'en sa relation avec le tout. Nous appelons cela son environnement, et il est provoqué par la loi de l'attraction. La partie 18 à suivre a quelque chose de plus à dire sur cette loi importante. Partie 18. Il y a un changement dans la pensée du monde. Celui-ci se produit silencieusement parmi nous et est plus important que tout ce que le monde a connu depuis la chute du paganisme. Cette révolution actuelle des opinions de toutes les classes d'hommes, des plus élevés et cultivés aux travailleurs, n'a pas de comparaison dans l'histoire du monde. La science a récemment fait de grandes découvertes, a révélé d'innombrables ressources, a dévoilé d'énormes possibilités et forces insoupçonnées, au point que les scientifiques doutent de plus en plus de certaines théories comme établies et considèrent d'autres théories comme absurdes et impossibles. Une nouvelle civilisation est en train de naître, où les coutumes, les croyances et les précédents sont mis de côté, et la vision, la foi et le service prennent leur place. L'humanité se débarrasse des chaînes de la tradition, et à mesure que les impuretés du matérialisme sont consumées, la pensée se libère et la vérité se lève complètement habillée devant une foule émerveillée. Le monde entier est à l'aube d'une nouvelle conscience, d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle réalisation intérieure. La science physique a décomposé la matière en molécules, celle-ci en atomes, et ceux-ci en énergie, et il reste, pour paraphraser J.J. Thomson dans un discours devant la Royal Institution, à résoudre cette énergie en esprit. Dans son essence ultime, l'énergie peut nous être incompréhensible, sauf comme une manifestation de l'opération directe de ce que nous appelons l'esprit ou la volonté. Et cet esprit est celui qui habite et en fin de compte est immanent dans la matière comme dans l'esprit. C'est l'esprit soutenant, énergisant et omniprésent de l'univers. Tout être vivant peut être soutenu par l'intelligence omnipotente. Nous constatons que la différence dans les vies individuelles est largement mesurée par le degré d'intelligence qu'elles manifestent. Une intelligence plus grande est celle qui place l'animal à un niveau d'être plus élevé que la plante, l'homme plus élevé que l'animal, et nous constatons que cette intelligence plus grande est à nouveau indiquée par le pouvoir de l'individu de contrôler les modes d'action et ainsi de s'ajuster consciemment à son environnement. C'est cet ajustement qui retient l'attention des plus grandes intelligences, et qui ne consiste en rien d'autre que la reconnaissance d'un ordre existant dans l'esprit universel, car il est bien connu que cet esprit nous obéira précisément dans la mesure où nous l'obéirons en premier lieu. C'est la reconnaissance des lois naturelles qui nous a permis de conquérir le temps et l'espace, de nous élever dans l'air et de faire flotter le fer, et plus le degré d'intelligence est élevé, plus notre connaissance de ces lois sera grande et plus grand sera le pouvoir que nous obtiendrons. C'est la reconnaissance du moi en tant qu'individualisation de cette intelligence universelle qui permet à l'individu de contrôler ces formes d'intelligence qui n'ont pas encore atteint ce niveau de connaissance de soi. Ils ne savent pas que cette intelligence universelle imprègne toute chose, prête à être appelée à l'action, et ils ne savent pas qu'elle répond à toute demande, donc ils sont esclaves de la loi de leur propre être. La pensée est créatrice et le principe sur lequel repose la loi est sain et légitime, inhérent à la nature des choses. Ce pouvoir créatif n'origine pas de l'individu, mais de l'universel, qui est la source et le fondement de toute énergie et substance. L'individu est simplement le canal pour la distribution de cette énergie. L'individu est simplement le moyen par lequel l'universel produit les diverses combinaisons qui aboutissent à la formation des phénomènes, ce qui dépend de la loi de la vibration par laquelle différents taux de mouvement dans la substance primaire forment de nouvelles substances mais seulement dans certaines proportions numériques. La pensée est le lien invisible par lequel l'individu entre en communication avec l'universel, le fini avec l'infini, le visible avec l'invisible. La pensée est la magie par laquelle l'humain se transforme en un être qui pense, connaît, ressent et agit. De la même manière que l'appareil approprié a permis à l'œil humain de découvrir des mondes infinis à des millions de kilomètres de distance, ainsi, avec une compréhension appropriée, l'homme a pu communiquer avec l'esprit universel, la source de tout pouvoir. La compréhension qui est généralement développée est aussi précieuse qu'un magnétoscope sans cassette vidéo. En fait, elle n'est souvent rien de plus qu'une croyance qui ne signifie rien du tout. Les sauvages des îles cannibales croient en quelque chose, mais cela ne prouve rien. La seule croyance qui a une valeur pour quelqu'un est celle qui a été mise à l'épreuve et s'est avérée être un fait. Alors, cessant d'être une croyance, elle est devenue une foi ou une vérité vivante.
Cette vérité a été mise à l'épreuve par des centaines de milliers de personnes et il a été trouvé quelle est la vérité exacte en proportion de l'utilité de l'appareil qui l'ont utilisé. Un homme ne s'attendrait pas à localiser des étoiles à des centaines de millions de kilomètres de distance sans un télescope nécessairement puissant. Pour cette raison, la science s'engage continuellement à développer des télescopes plus grands et plus puissants, étant continuellement récompensée par une connaissance supplémentaire des corps célestes. Il en va de même pour la compréhension. Les hommes progressent continuellement dans les méthodes qu'ils utilisent pour entrer en communication avec l'esprit universel et ses possibilités infinies. L'esprit universel se manifeste dans l'objectif à travers le principe de l'attraction que chaque atome a pour un autre atome dans des degrés infinis d'intensité. C'est par ce principe de combinaison et d'attraction que les choses se rejoignent. Ce principe est d'application universelle et est le seul moyen par lequel le but de l'existence est accompli. L'expression de la croissance se réalise de manière plus belle à travers l'instrumentalité de ce principe universel. Pour grandir, nous devons obtenir ce qui est essentiel pour cela, mais comme nous sommes à tout moment une entité de pensée complète, cette complétude rend possible que nous ne recevions que ce que nous donnons. La croissance est conditionnée par l'action réciproque et nous constatons que sur le plan mental, le semblable attire le semblable. Les vibrations mentales ne répondent qu'à la mesure de leur harmonie vibratoire. Il est donc clair que les pensées d'abondance ne répondront qu'à des pensées similaires. La richesse de l'individu est vue comme ce qu'elle est intrinsèquement. On découvre que la richesse intérieure est le secret de l'attraction de la richesse extérieure. La capacité de produire la véritable source de richesse de l'être humain est donc celui qui a son cœur dans son travail et sûr de trouver un succès illimité. Il donnera et donnera continuellement, et plus il donne, plus il recevra. Que contribuent à la somme du bonheur humain les grands financiers de Wall Street, les capitaines de l'industrie, les hommes d'État, les grands avocats, les inventeurs, les médecins, les auteurs, sinon le pouvoir de leur pensée? La pensée est l'énergie par laquelle la loi de l'attraction est mise en œuvre, se manifestant finalement en abondance. L'esprit universel est un esprit statique ou une substance en équilibre, se différenciant de sa forme par notre pouvoir de penser. La pensée est la phase dynamique de l'esprit. Le pouvoir dépend de la conscience de soi. Si nous ne l'utilisons pas, nous le perdrons. Si nous n'en sommes pas conscients, nous ne pourrons pas l'utiliser. L'utilisation de ce pouvoir dépend de l'attention. Le degré d'attention détermine notre capacité d'acquisition de connaissances, qui est un autre nom pour le pouvoir. L'attention est considérée comme la marque distinctive du génie. Le développement de l'attention dépend de la pratique. L'incitation à l'attention est l'intérêt. Plus l'intérêt est grand, plus l'attention est grande. Plus l'attention est grande, plus l'intérêt est grand. L'action et la réaction commencent par prêter attention. En peu de temps, l'intérêt sera éveillé et attirera plus d'attention. Ensuite, cette attention produira plus d'intérêt, et ainsi de suite. Cette pratique vous permettra de cultiver le pouvoir de l'attention. Cette semaine, concentrez-vous sur votre pouvoir de création, recherchez la perception et essayez de trouver une base logique pour la foi qui réside en vous. Laissez le penser se fixer sur le fait que l'homme physique vit et meurt et trouve sa raison d'être dans le soutien de toute vie organique, l'air que vous devez respirer pour vivre. Ensuite, laissez le penser reposer sur le fait que l'homme spirituel vit aussi et se meut, et a son être dans une énergie similaire mais plus subtile dont il doit dépendre pour vivre. Comme dans le monde physique, aucune vie ne prend forme jusqu'à ce qu'une graine soit semée, et aucun fruit plus élevé ne peut être produit que celui de la souche mère. Dans le monde spirituel, aucun effet ne peut être produit jusqu'à ce qu'une graine soit semée, et le fruit dépendra de la nature de la graine, donc les résultats que vous assurez dépendent de votre perception de la loi dans le puissant domaine de la causalité. La plus haute évolution de la conscience humaine, Emerson. 18e partie, question d'étude avec réponse. Comment se mesure la différence dans les vies individuelles selon le degré d'intelligence qu'elles manifestent? La différence dans les vies individuelles est mesurée en grande partie par le degré d'intelligence qu'elles manifestent. Quelle est la loi selon laquelle l'individu peut contrôler d'autres formes d'intelligence? La loi selon laquelle l'individu peut contrôler d'autres formes d'intelligence est la reconnaissance de soi en tant qu'individualisation de l'intelligence universelle. Où réside le pouvoir créatif?
Le pouvoir créatif réside dans l'universel. Comment l'universel crée-t-il à travers l'individu? L'universel crée à travers l'individu en utilisant le pensée. Quel est le lien entre l'individu et l'universel? Le lien entre l'individu et l'universel est le pensée. Quel est le principe par lequel le moyen de l'existence est accompli? Le principe par lequel le moyen de l'existence est accompli est la loi de l'amour. Comment s'exprime ce principe? Ce principe s'exprime par la loi de la connaissance. De quelles conditions dépend la loi de la croissance? La loi de la croissance dépend de l'action réciproque. Qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons le pensée. Qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons le pensée, que est une substance in équilibre etc différencie, constamment informée selon ce que nous pensons. Introduction, partie 19. La peur est une forme de pensée puissante qui paralyse les centres nerveux, affectant la circulation sanguine, ce qui paralyse à son tour le système musculaire, de sorte que la peur affecte tout l'être, corps, cerveau et nerfs physiques, mentaux et musculaires. Bien sûr, la façon de surmonter la peur est de prendre conscience du pouvoir qui est cette force vitale mystérieuse que nous appelons le pouvoir. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous ne savons pas non plus ce qu'est l'électricité. Mais si nous connaissons que si nous nous conformons aux exigences de la loi qui régit l'électricité, elle sera notre servante fidèle qui illuminera nos foyers et nos villes, en plus de faire fonctionner nos machines et nous servira dans de nombreuses capacités utiles. 3.5. Et la même chose se produit avec la force vitale. Bien que nous ne sachions pas ce qu'elle est et que nous ne le saurons probablement jamais, nous comprenons que c'est une force primaire qui se manifeste à travers les corps vivants. En respectant les lois et les principes qui la régissent, nous pouvons nous ouvrir à un afflux plus abondant de cette énergie vitale et ainsi exprimer le plus haut degré possible d'efficacité mentale, morale et spirituelle. Cette partie explique une manière très simple de développer cette force vitale. Si vous mettez en pratique les informations esquissées dans cette leçon, vous développerez rapidement le sens du pouvoir qui a toujours été la marque distinctive du génie. Partie 19. La quête de la vérité n'est plus une aventure harmonieuse, mais un processus systématique et logique où toutes sortes d'expériences sont prises en compte dans la formation de votre décision. En cherchant la vérité, nous recherchons la cause ultime. Nous savons que toute expérience humaine est un effet. Si nous pouvons découvrir la cause et si nous trouvons que cette cause est contrôlable consciemment, l'effet ou l'expérience sera également sous notre contrôle. L'expérience humaine ne sera plus le jouet du destin. L'homme ne sera plus le fils de la fortune, mais du destin. Le destin et la fortune seront aussi facilement contrôlés qu'un capitaine contrôle son navire ou un conducteur dirige son train. Toutes choses sont en fin de compte résolubles dans le même élément, et comme elles sont ainsi traduisibles, elles doivent toujours être en relation et ne peuvent jamais être en opposition entre elles. Dans le monde physique, il existe d'innombrables contrastes qui, pour des raisons de commodité, peuvent être désignés par différents noms. Il y a des tailles, des couleurs, des nuances ou des extrêmes dans toute chose. Il y a un pôle nord et un pôle sud, un intérieur et un extérieur, un vu et un non vu, mais ces expressions servent seulement à mettre les extrêmes en contraste. Ce sont des noms donnés à deux parties différentes d'une quantité. Les deux extrêmes sont relatifs, ce ne sont pas des entités séparées mais deux parties ou deux éléments du tout. Dans le monde mental, nous trouvons la même loi. Nous parlons de connaissance et d'ignorance, mais cette dernière n'est que l'absence de connaissance et est donc considérée simplement comme un mot pour exprimer l'absence de connaissance, n'ayant aucun principe en elle-même. Dans le monde moral, nous retrouvons la même loi. Nous parlons du bien et du mal, mais le bien n'est une réalité, quelque chose de tangible, tandis que le mal est simplement une condition négative, l'absence de bien. Parfois, on pense que le mal est une condition très réelle, mais il n'a ni principe ni vitalité, comme nous le savons, car il peut toujours être détruit par le bien, de la même manière que la vérité détruit l'erreur et que la lumière détruit les ténèbres. Ainsi, le mal s'évanouit quand le bien apparaît, n'étant rien de plus qu'un principe dans le monde moral. Nous trouvons exactement la même loi dans le monde spirituel. Nous parlons de l'esprit et de la matière comme de deux entités séparées, mais une vision plus claire montre qu'elle, in un seul principe opérant, que est l'esprit. L'esprit est le réel et l'éternel, tandis que la matière est toujours changeante.
Nous savons que dans les lions du temps, 100 ans sont comme un jour. Si nous nous tenons dans une grande ville et laissons notre regard se poser sur les innombrables grands et magnifiques édifices, sur la vaste gamme de voitures modernes, sur les téléphones portables, sur les lumières électriques et sur toutes les autres commodités de la civilisation moderne. Nous pouvons nous rappeler qu'il n'y en avait pas un seul il y a un peu plus d'un siècle et si nous pouvions nous retrouver au même endroit dans 100 ans, il est fort probable que nous ne trouverions plus que quelques-uns. Dans le